pays pour soutenir l'activité économique, qui nous a coûté d'ailleurs sur le plan des déficits budgétaires, mais nous avons aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons remonté la pente sur les dégâts aujourd'hui posés par cette crise et les conséquences qui aujourd'hui ont touché notre économie. Mais je peux vous dire que selon les prévisions des grandes instances financières internationales, le FMI, la Banque mondiale et autres organismes de prospective et de prévision, les 7 prochaines années vont être de très belles années. Nous allons retrouver un nouveau cycle extrêmement favorable. Mais retrouver un cycle favorable nécessite de notre part, de nous tous, de donner tout ce que nous pouvons donner en termes d'efforts, d'oser, de profiter de cette vague positive qui est en train aujourd'hui, selon encore une fois les prévisionnistes, qui est en train aujourd'hui de s'installer. Donc c'est le moment pour multiplier les efforts, c'est le moment pour sortir tous les projets de vos cartons, c'est le moment pour oser, c'est le moment pour investir et c'est le moment pour que cette région Fès-Meknès prenne son envol. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur le ministre. Alors, avant que nous passions à la signature d'un certain nombre de conventions, qui est l'expression la plus concrète, finalement, de l'action de la Chambre de commerce, on va le découvrir dans quelques instants, vous l'avez tous évoqué, chacun à votre tour, la stratégie africaine du Maroc, et on se souvient tous de l'émotion sincère de Sa Majesté Addis Abeba lors du retour du Maroc à l'Union africaine. On retourne à la maison Afrique. Et c'est vrai qu'on le voit avec la présence de pays amis aujourd'hui et avec la présence qui nous honore de M. Daniel Ona, président de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Merci bien de bien vouloir pour rejoindre notre public. Monsieur le ministre, Excellences, Monsieur le Président de la région, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Monsieur le maire, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier pour l'honneur que vous me faites de compter parmi les invités de ce Fès-Meknès Economic Forum. Je voudrais également vous remercier pour l'accueil extrêmement chaleureux qui nous a été réservé durant notre séjour à Fès. Qu'il me soit enfin permis de vous remercier de l'occasion que vous me donnez de parler des opportunités qu'offre aux investisseurs marocains la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. La pertinence de ce forum, je n'en doute pas, ne peut que susciter de l'intérêt pour les investisseurs marocains dans le contexte actuel qui appelle, comme l'ambitionne le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, le renforcement des liens politiques et économiques entre le royaume et l'Afrique subsaharienne. Je voudrais également solliciter votre indulgence de n'exprimer ici qu'à titre tout à fait personnel, dans l'attente de ma prise de fonction dans les jours qui vont suivre comme président de la commission de la CEMAC. Mais rassurez-vous, mes fonctions antérieures de Premier ministre du gouvernement du Gabon me permettent d'avoir une vision sur cet espace qui partage une communauté de destin. L'évolution et la présence des milieux d'affaires marocains en Afrique subsaharienne en général et dans la zone CEMAC en particulier est intimement liée avec le dynamisme de la diplomatie économique du Maroc impulsée par le roi Mohamed VI, qui a pris le relais des initiatives du roi Hassan II dans les années 80. Il est permis de penser que la réintégration du Maroc dans l'Union africaine va se traduire par la consolidation de ce processus et accroître en conséquence le volume des investissements marocains et des échanges avec les pays africains. Je voudrais enfin naturellement féliciter les organisations de ce forum d'avoir mis l'accent sur l'économie. Moi, je viens d'une province où l'économie,
la politique a pris le pas sur l'économie. Et en économie, m'avait appris une loi qu'on appelle la loi de Gresham. Quand deux monnaies circulent, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et je pense que dans nos pays, la politique a chassé l'économie. Au Gabon, on dit on ne mange pas la politique, mais on mange l'économie. Donc je voudrais féliciter. Excellences, Mesdames et Messieurs, la CEMAC est née des cendres de l'UDEAC, Union douanière et économique d'Afrique centrale, précédée par l'Union douanière équatoriale. La CEMAC groupe 6 pays, à savoir le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. Elle se donne comme objectif de raffermir les solidarités géographiques humaines des peuples et de ses membres, de promouvoir des marchés nationaux par l'élimination des entraves au commerce intracommunautaire et de créer un véritable marché commun africain. La CEMAC est ainsi une organisation de 4 institutions autonomes mais solidaires, que sont l'Union économique d'Afrique centrale, l'Union monétaire d'Afrique centrale, la Cour de justice communautaire et le Parlement communautaire. Les activités de la CEMAC s'articulent autour du programme économie régional qui vise à faire de la CEMAC un espace économique intégré émergent où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain. Le programme économique régional présente un agenda d'émergence 2010-2025 en 3 phases quinquennales pour la réalisation de la vision 2025 de la CEMAC. La première phase, 2010-2015, consiste à la construction des fondements de l'émergence. La phase 2016-2020 vise à l'ancrage des piliers de la diversification économique de la communauté. Et la dernière, 2021-2025, il s'agira de consolider les phases précédentes. Au terme donc de sa réalisation, le programme économique régional conduira à la création d'un espace économique émergent au niveau de la CEMAC à l'horizon 2025. Mesdames et Messieurs, après la décélération de la croissance observée depuis 2014, la mise en valeur du vaste potentiel économique de la CEMAC augure des perspectives de reprise et de développement impulsées par le secteur privé. Telle est en tout cas la vision des plus hautes autorités de l'État. En effet, il faut rappeler que la CEMAC est essentiellement composée de pays producteurs de pétrole, 5 sur 6, dont les prix rémunérateurs depuis 2010 ont permis de doter ces pays de ressources budgétaires substantielles, ayant soutenu les efforts considérables des investissements publics dans la zone. Ainsi, durant cette période post-2014, la zone a été un espace marqué par une forte croissance économique, impulsée par la demande publique, mais aussi par des investissements directs nationaux et internationaux. Mais seulement, comme l'a rappelé le ministre, les cycles sont ce qu'ils sont, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le cycle s'est renversé. La zone CEMAC est en but à une crise économique suite à la chute des cours du pétrole, faiblement diversifiée. Bien qu'à des degrés divers, les économies de la CEMAC ont enregistré une décélération de la croissance économique à l'origine de la montée du chômage et de la chute des réserves de devises. Pour ce faire, face à la récession pour certains, à la décélération de la croissance pour d'autres, les gouvernements ont décidé de mettre en œuvre, en partenariat avec le Fonds monétaire international, des mesures de politique économique et budgétaire visant au resserrement budgétaire, la reconstitution des réserves de change et l'approfondissement de la diversification de la base productive. Pour ce faire, la promotion des investissements privés, à travers notamment l'instauration du dialogue public-privé et l'amélioration du cadre des affaires, ont été placés au cœur des politiques publiques menées dans la CEMAC.
Mais pour pouvoir intéresser le secteur privé et les investisseurs, les pouvoirs publics sont conscients qu'il faut faire valoir des opportunités, des atouts, de la visibilité dans la conduite des affaires publiques liées à l'attractivité économique. En effet, les investisseurs ont besoin d'un cadre macroéconomique solide, caractérisé par une inflation modérée. C'est le cas dans la zone CEMAP, dont les perspectives macroéconomiques sont jugées prometteuses. La croissance économique devrait remonter à 1,6 en 2017 contre 0,2 en 2016. La dynamisation du processus d'intégration régionale présente également une opportunité que la zone offre aux investisseurs. En effet, la CEMAP, c'est un marché de plus de 40 millions d'habitants, de consommateurs. Elle aspire à être le point d'ancrage des investisseurs intéressés par le marché plus vaste de la CEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, avec ses 100 millions de consommateurs. De même, outre les ressources naturelles abondantes et diversifiées, la CEMAP dispose d'un potentiel plus vaste dont la mise en valeur nécessite des investissements directs étrangers. Il en est ainsi des secteurs filières suivantes: les infrastructures de transport et des télécommunications pour promouvoir des pôles économiques et favoriser les échanges intrazones, l'électricité et l'eau, dont a besoin le développement des entreprises, et c'est un déterminant de l'amélioration des conditions de vie des populations dont une frange non négligeable n'a malheureusement pas accès. L'élevage, la pêche, l'agriculture, l'agro-industrie et la filière bois, dont le potentiel en matière de création d'emplois est avéré, les mines et la métallurgie, le tourisme et l'immobilier. Ces filières sont identifiées dans le programme d'économie générale comme étant des moteurs de croissance inclusive sur lesquels des efforts d'investissement privé sont souhaités. Pour accélérer la croissance et renforcer l'inclusion des économies, les dirigeants accordent une grande attention au développement des PME-PMI, aussi des partenariats avec les PME-PMI marocaines sont à encourager, notamment dans le sillage des investissements de développement direct des majors marocains dans les secteurs de BTP, mines et services. Excellences, Mesdames et Messieurs, un grand économiste disait qu'il n'y a richesse que d'hommes. Effectivement, l'homme est au cœur du développement. La population dans la CEMAC est essentiellement jeune, plus ouverte sur le monde et arrimée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il s'agit là d'un atout pour les investisseurs. Sur le plan environnemental, la CEMAC, forte de la richesse de sa biodiversité et de l'existence de plusieurs forêts, joue un rôle majeur pour l'avenir de notre planète du fait des menaces exercées par le phénomène de changement climatique. Outre les grandes entreprises et institutions publiques, suivies des champions nationaux marocains du secteur des services, les PME marocaines ont dans ce contexte actuel, une opportunité d'investissement à saisir. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un truisme de constater que les concours financiers extérieurs et les investissements lourds dont le développement de la zone a grandement besoin s'accommoderaient mal d'environnements sociaux instables et d'horizons politiques incertains. C'est pourquoi la paix et la restauration de la sécurité est un impératif pour ne pas écorner l'attractivité économique et la perception du climat des affaires dans la zone. C'est à quoi s'attellent les autorités de la CEMAC. Plus généralement, la CEMAC offre aux investisseurs marocains les conditions de consolider et renforcer leur présence, leur expertise, leurs ressources sont attendues pour asseoir les fondements d'une croissance inclusive soutenue par le développement des infrastructures, l'amélioration de l'environnement des affaires, la mobilisation des financements vertueux de l'économie, la promotion de l'entrepreneuriat et l'innovation, le développement des PME génératrices d'emplois et la création au niveau local d'une valeur ajoutée.
Excellences, Mesdames et Messieurs, la CEMAC dispose d'atouts et de forces indéniables qui sont autant, comme je viens de le relever, des opportunités d'affaires pour les entreprises marocaines qui ont, faut-il le rappeler, impulsé la dynamique de croissance ces dernières années des pays membres de cet espace économique. Cet exposé de la CEMAC, naturellement, est loin d'être exhaustif. Il faut ajouter à cela l'amitié entre nos deux chefs d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba du Gabon et Sa Majesté Mohamed VI du Maroc, et l'exemption des visas entre nos deux pays qui consacre la libre circulation des hommes. Et c'est un précieux catalyseur pour les économies. De même, le franc CFA, monnaie commune à la zone, garantit aux investisseurs marocains un taux de change fixe, la libre convertibilité et la libre transférabilité des capitaux investis. Enfin, la sécurité des affaires et la présence sur le sol de la CEMAC déjà des entreprises marocaines est un gage de confiance et de prospérité partagée. Ce sont là autant d'atouts qui me permettent de lancer un appel au monde marocain des affaires, de s'investir. Un nombre de conventions vont être signées, 8 au total, entre la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Fès-Ouknès. Donc je vais demander à Bad de bien vouloir venir s'installer parce qu'il va faire chauffer le stylo. Alors, le stylo de Monsieur Moussé, moi, entre la Chambre de commerce et d'autres chambres de commerce amies, je vais essayer de vous le filer. La première est un accord de jumelage entre la Chambre de commerce, d'industrie et des services de la région de Fès-Ouknès et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture du Nord Hébron en Palestine. Je vais demander à M. Nordin Jaradat de bien vouloir nous rejoindre pour signer cette convention, cet accord. C'est Nordin Jaradat de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture du Nord Hébron en Palestine. Vous pouvez applaudir. Alors, c'est un accord qui consacre le rapprochement des ressortissants pour la promotion des échanges et l'organisation de rencontres d'affaires entre les milliers d'affaires des deux parties, bien évidemment. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture du Nord, Hébron, en Palestine. Vous pouvez les applaudir pour cette signature de cette première convention. Nordin Jaradat et Bad Taïeb. Deuxième accord, qui est un accord d'amitié, de coopération entre la Chambre de commerce de Fès et la Chambre égyptienne du commerce d'Ismaïlia en Égypte. Je vais demander à M. Akram Hossein El-Shafaï de bien vouloir monter sur scène. C'est Hossein El-Shafaï de la Chambre égyptienne du commerce d'Ismaïlia. Un accord qui porte sur l'échange d'informations économiques et l'organisation mutuelle de missions d'affaires et de coopération en matière notamment de formation. Akram Hossein El-Shafaï, M. Bad Taheri, pour cette signature de cette deuxième convention. Vous pouvez les applaudir, deuxième convention signée. Pour la Chambre de commerce et d'industrie, et la Chambre égyptienne du commerce d'Ismaïlia. La troisième convention porte sur la signature. Alors, il y a des cadeaux qui sont en train de s'échanger. Alors, je pense que vous ne pouvez pas très bien voir parce que les photographes sont devant. Mais un échange. Ah,
la troisième convention, qui est un accord de coopération avec la Chambre de commerce et d'industrie et de navigation de Gérone en Espagne, en la personne de M. Domenech Espadale Verges. De la même manière, un accord qui porte sur l'échange d'informations économiques et la visite de délégations d'hommes d'affaires, le partage d'expertise, tout ce qui peut concourir à favoriser les affaires. Troisième accord de coopération sur la Chambre de commerce de Fès et la Chambre de commerce, d'industrie et de navigation de Gérone en Espagne, que vous pouvez applaudir. C'est la troisième. Quatrième convention, qui est une convention d'amitié, ce n'est pas une première, c'est un renouvellement de la convention d'amitié et de coopération entre la Chambre du commerce et d'industrie de la région de Fès-Meknès et la Chambre de commerce et d'industrie de Rabizen en Algérie, dans la personne de M. Mohamed Zalouki. Alors c'est une convention d'amitié et de coopération qui a été signée en octobre 2012 à Lezen en Algérie. Vous pouvez applaudir ce renouvellement de cette convention qui datait de 2012 et qui est en raison du nouveau découpage, bien évidemment, parce qu'à l'époque, cela avait été signé avec l'ex-chambre du commerce et de l'industrie de la région de Fès-Boulmen, à l'époque, et avec ce nouveau découpage, bien évidemment, ce renouvellement s'impose. Alors, ces 4 conventions, vous l'avez remarqué, portaient sur des conventions entre chambres de commerce. Il y a des conventions qui sont signées avec des associations professionnelles, et c'est le cas de celle-ci, avec la signature d'un accord de partenariat avec l'association marocaine des exportateurs, l'ASMEX, dans la personne de Si Hassan Sentisi. Si Hassan Sentisi de l'ASMEX. Cet accord porte sur une coopération basée sur la concertation, la coordination et la conjugaison des efforts pour promouvoir les exportations et le développement de l'offre exportable de la région. C'était la 5e. Alors, on parlait d'artisanat tout à l'heure, bien évidemment, et cette 6e convention est un accord de partenariat signé avec la Fédération marocaine des industries du cuir, la FEDIC, qui relève de la CGEM, à la personne de M. Hamid Benaghelou. Un accord qui porte sur une coopération pour promouvoir et développer la filière des industries du cuir dans la région. Sixième convention signée aujourd'hui par la Chambre de commerce et d'industrie de services de la région Fès-Meknès avec la FEDIC. Alors, c'était la dernière convention pour vous, Bob, hein? Oui. Alors, notre ressortissant palestinien qui voulait absolument offrir ce cadeau pour conclure cet accord.
Alors, vous allez recevoir des cadeaux, hein. Bien sûr. Notre ami algérien est là, il vous offre un... qui est un ouvrage portant sur la Fantasia, c'est ça? De la région de Rélisane. Il est signé par le président Abdelaziz Bouteflika. Merci beaucoup. Je pense qu'on en a fini, Bab. Vous pouvez applaudir Bab, je pense qu'il a mal au poignet, là, il a signé 6 des conventions. Il en reste 2. Monsieur le ministre, hein? Et la loi de finances encore qui reste. Alors, si les amis, on va signer cette première convention entre la commune de Fès et la mairie de Larsal en Mauritanie, en la personne de M. Mohamed Saleh Ammar. C'est un accord qui porte une coopération étroite entre les deux mairies par l'échange dans les domaines de la culture, de l'économie, de l'enseignement supérieur et de la gestion de la chose publique. Accord de coopération entre la commune de Fès et la mairie de Larsal en Mauritanie. Que vous pouvez applaudir, c'est signé. Septième convention signée aujourd'hui. Et enfin, dernière convention, c'est les amis, une convention cadre de partenariat entre la commune de Fès et l'université privée de Fès, pour la personne de monsieur le docteur Aziz Lahlou. C'est une convention qui a pour objectif d'établir un cadre de contrat global de coopération pour engager un ensemble d'actions conjointes dans des domaines d'intérêt commun tels que la recherche technologique, l'expertise, la formation et de manière générale toutes les opérations de partenariat profitables pour les deux parties, la commune et l'université. Signature entre ces amis et ces Lahlou. Voilà, les deux dernières conventions signées aujourd'hui. Merci les amis, je vous en prie. Bon, ça c'est fait pour le touristique. Et vous allez voir succéder dans quelques instants l'ensemble d'intervenants qui vont nous parler des différents atouts de la région et de quelle manière ils se sont implantés dans la région, de quelle manière ils agissent dans la région, que ce soit des offices, des organismes ou des entreprises privées. J'ai demandé à M. Zwitsen, directeur général de l'Office national marocain du tourisme, de bien vouloir nous rejoindre. Alors, on a 5 intervenants, je vais vous demander juste de respecter un peu le timing. Du coup, 10 minutes maximum, c'est parfait. Allez-y, je vous en prie. Monsieur le ministre, Monsieur le Wali, Messieurs les gouverneurs, Monsieur le président du conseil de la ville de Fès, Monsieur le président du conseil de la ville de Meknès, Monsieur les présidents, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Monsieur les représentants des autorités, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, j'aimerais tout d'abord vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous pour l'ouverture de ce forum économique. Je voudrais remercier les organisateurs et notamment le président de la Chambre de commerce et d'industrie de m'avoir invité. Et je tiens vraiment à féliciter les différents acteurs de la région d'avoir organisé ce forum. Me demander de témoigner concernant Fès et la région, c'est déjà biaisé. Je suis originaire de cette ville. J'ai un grand-père, Kamfré, justement, Kaouyen. Et tout à l'heure, on parlait de la relation avec l'Afrique. Dans ma famille,
on connaît très bien, de manière particulière, cette relation. Mon grand-père étant parti donc à Saint-Louis en 1925. Et cette relation justement particulière de Fès avec l'Afrique, j'ai eu l'occasion de la toucher de très près lors des différentes visites que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, durant tous ses itinéraires en Afrique. Et c'est une relation exceptionnelle, particulière, une relation de solidarité, une relation de culture, une relation d'amitié profonde. Pour ce qui est du tourisme, très brièvement, sans rentrer dans le détail, le Maroc est aujourd'hui bien positionné. L'image de marque du Maroc l'est également. En 2016, nous avons fini avec une progression des recettes liées en devises, avec une croissance de plus 4% par rapport à 2015. Les arrivées également, nous avons fini avec une croissance de plus 1,5%. Et cette croissance que nous avons constatée les derniers mois de l'année 2016 s'amplifie. Pour le début, en tout cas ces 4 premiers mois de 2007, nous avons une croissance à plus de 2 chiffres. Et pratiquement toutes les régions sont concernées. Pour ce qui est de la ville de Fès, ça a été dit par M. le ministre de l'Économie et des Finances, elle a de formidables atouts. Et parmi les atouts, justement, c'est le tourisme. Fès, c'est d'abord le fondement de l'État du Maroc. C'est une ville de 12 siècles d'histoire, c'est une ville de culture, de tolérance, c'est une ville d'art de vivre, de la gastronomie. Donc, en termes justement de potentialité, son potentiel est énorme dans le domaine du tourisme. Elle a donc pour elle ce patrimoine immatériel que j'ai évoqué tout à l'heure. Elle a également un positionnement géographique extrêmement intéressant. C'est pas très loin de Rabat, de Casablanca, de Tanger. Et d'ailleurs, à l'origine même de la création de la ville de Fès, elle a été choisie par Moulay Idriss pour justement son positionnement et ses atouts dans le domaine justement de l'eau. C'est également une région très riche, très variée. Et bien sûr, il y a Fès, cette médina de plus de 12 siècles d'histoire, c'est un véritable musée à ciel ouvert. Et vous avez également Meknès, et avec justement là aussi une ville culturelle, une ville pleine d'histoire. Et je ne sais pas si ceux qui ont connu, il y avait eu en 1999 le temps du Maroc qui avait été organisé en France, dans toutes les villes de France. C'était le temps du Maroc, et il y avait Bab Mansour, qui était la place de la Concorde. Et c'était un moment magnifique, cette porte majestueuse qui était immense et qui a été conservée pendant peut-être plus de 5 mois sur la place de la Concorde. Donc une région très riche. Vous avez Ifrane, Sfro, Azro, Tchaounet. Donc on a une variété, une complémentarité tout à fait exceptionnelle. On a également comme atout, ça a été dit tout à l'heure, mais je voudrais le rappeler, c'est un pôle universitaire. Ce 200 000 étudiants, c'est une formidable opportunité de croissance et de développement pour cette région. Et je tiens là aussi à féliciter les présidents des universités pour tout le travail qu'ils accomplissent. L'autre atout sur lequel nous avons travaillé, bien sûr ça a été dit tout à l'heure, c'est la connectivité. L'attractivité d'une destination, c'est d'abord ses infrastructures et sa connectivité. Bien sûr, il y a l'autoroute, il y a les chemins de fer, et j'espère dans un délai pas très lointain, un TGV qui va relier Tanger à Fès et Fès à Casablanca, mais également c'est des connectivités aériennes. J'ai eu l'occasion de le rappeler, l'aéroport de Fès est aujourd'hui classé comme 5e aéroport au niveau du Maroc, il est même devant Tanger et d'autres villes. Et cette année, il devrait passer le cap du milieu. Donc
l'aéroport de Fès, sur une année pleine, devrait dépasser le cap du million de passagers. Et là, c'est un travail que nous avons accompli avec les compagnies aériennes, et c'est extrêmement important quand on essaie de lier en termes aériens. Ce n'est pas uniquement pour le tourisme, mais c'est d'abord pour les investisseurs. Vous savez, relier Fès aujourd'hui, elle est à Madrid. Je dis ça aux investisseurs ici présents, elle est reliée à Madrid, elle est reliée à Paris, elle est reliée à Londres, à Bruxelles, à l'Italie et à d'autres villes. Donc on voit aujourd'hui une connectivité extrêmement intéressante pour les investisseurs. Fès, en ce qui concerne son potentiel, et nous travaillons avec les autorités de la ville, avec M. Le Wazir, messieurs les gouverneurs dans la région, les différents responsables. Quand on regarde aujourd'hui, là aussi j'ai eu l'occasion de le dire, les villes qui sont les plus visitées à travers le monde, ce sont des villes qui sont culturelles. Ce ne sont pas des villes balnéaires. C'est Paris qui n'est pas balnéaire, c'est Madrid, c'est Florence, même Londres qui est en bord de mer, on n'y va pas justement pour le côté balnéaire, New York et ainsi que d'autres villes. Donc cette dimension culturelle est extrêmement importante, et quand on regarde Séville qui n'est pas très loin, et là aussi j'ai une bonne nouvelle, à partir de novembre, Séville va être reliée à Fès. Et on a entamé des discussions, et on le verra avec les maires de Fès et de Meknès, c'est de bien jumeler ces deux villes et de profiter justement de l'attractivité de Séville, parce que l'original de Séville, c'est Fès. Donc, je pense que ces atouts sont extraordinaires, et la réhabilitation de la Médina, justement, grâce justement à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, on a cette réhabilitation de la Médina qui va justement représenter un formidable atout. Et là aussi, nous avons eu l'occasion de convier plusieurs vagues de journalistes, des journalistes chinois, notamment dans le digital, des chaînes de télé anglaises, américaines. Il n'y a pas très longtemps, il y avait des journalistes du Chicago Tribune, qui est le 10e grand média aux États-Unis, espagnol, russe. Et je crois que c'est important de continuer cette action médiatique, notamment dans le digital. Et tout à l'heure, monsieur le ministre de l'économie et des finances a parlé de l'image, de continuer à positionner cette image de marque, cette image de Fès et de la région. Et ces atouts sont indéniables, ça a été dit, les atouts de sécurité, de stabilité. Et vous avez pu le voir, il n'y a pas très longtemps, le Maroc a été classé parmi les 20 premiers pays au monde en termes de sécurité et de stabilité. Et on le voit, donc, à travers justement les différentes nationalités qui convergent sur la ville de Fès. Et je pense que, en termes d'image, nous allons travailler avec les professionnels du tourisme et le CRT de Fès. Je tiens à saluer le travail qu'ils font, notamment au niveau du digital. Aujourd'hui, l'action doit porter sur le digital. Et là aussi, plusieurs blogueurs de différents pays, de différentes villes ont pu visiter Fès et évoquer justement les atouts de cette ville. En tout cas, pour l'Office, nous sommes très confiants. Il n'y a aucune raison pour que Fès ne soit pas positionné parmi les premières villes touristiques, à la fois du Maroc et au niveau du bassin méditerranéen. Les atouts sont là. Il y a bien entendu l'accueil, la chaleur de ses habitants. Et nous allons également, on a eu l'occasion à travers une semaine organisée à Dakar, de faire là aussi une action pour le tourisme religieux, notamment le tourisme Tijani, Ziara Tijaniya. Et à terme, je l'espère, que nous allons avoir cette liaison entre la ville de Dakar et de Fès directement, sans passer par Casablanca. On continue à travailler dessus, et j'espère que nous allons obtenir les autorisations pour pouvoir justement lancer ces vols. En tout cas, ce que je voudrais dire aux investisseurs, Fès, Meknès, la région est formidable. Venez, investissez. Le potentiel est énorme. Vous allez gagner de l'argent, vous ne le regretterez pas. Et ce qui m'a frappé encore beaucoup plus, et j'ai eu l'occasion de l'apprécier, c'est le travail d'équipe
au niveau de la région de Fès-Meknès, et l'organisation de ce forum est un formidable exemple. Je tiens également à saluer M. Le Wali et M. les gouverneurs qui ont toujours été très disponibles. J'ai pu apprécier chaque fois que j'ai eu l'occasion de les contacter, à la fois leur disponibilité et leur réactivité. C'est une grande chance que de vous avoir au niveau de la région de Fès-Meknès. En tout cas, merci. L'Office est à vos dispositions, ses équipes. Si nous pouvons travailler sur des projets, n'hésitez pas à nous consulter. Et je vous promets, tout à l'heure, on a employé le terme de déclic. La croissance est là. Fès, cette année, avec Tanger, connaît les meilleures progressions à travers le Maroc. Et je pense qu'ensemble, avec un esprit d'équipe, un esprit positif, nous allons poursuivre ce travail. Je vous invite bien sûr au Festival de Fès de musique sacrée. Je tiens là aussi à remercier M. le ministre de l'Économie et des Finances d'en avoir parlé. Cette année, la thématique est celle de l'eau et les sacrés. Nous avons là aussi un pays qui est à l'honneur en termes culturels, c'est la Chine. Rappelez-vous, l'année dernière c'était l'Inde, cette année c'est la Chine. Je tiens à remercier l'ambassade de Chine, et plus particulièrement l'ambassadeur de Chine. Nous allons avoir donc le samedi 13 mai une troupe de l'Opéra de Pékin, une troupe exceptionnelle. Nous allons avoir également au niveau de l'ouverture, là aussi une création et plusieurs spectacles avec un forum de très grande qualité ou de très grandes personnalités comme le Haut Commissaire mondial de l'eau, de grands écrivains seront présents pour pouvoir échanger. Donc je vous invite au Festival de Fès de musique sacrée. Merci donc à votre soutien et merci aux habitants de Fès également pour leur accueil. Et à très bientôt. Merci, alors, pour favoriser bien entendu la croissance économique, la venue des investisseurs, il leur faut un environnement qui soit favorable et c'est là où les investisseurs institutionnels jouent leur rôle, les aménageurs. C'est le cas de Medzel. J'ai demandé à M. Romain Liazri, président du directoire de Medzel, de bien vouloir me rejoindre. C'est Liazri. Messieurs les présidents des communes, Monsieur le Wali, Messieurs le gouverneur, Monsieur le président de la Chambre de commerce et cher ami, je vais d'abord, je comptais faire une présentation, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'ateliers et de conférences où on pourra rentrer plus dans le détail par rapport aux projets qui sont menés par Medzel. Mais donc je vais insister pourquoi. Aujourd'hui, Medzel, dès que Sibadr m'a contacté, j'ai tout de suite dit oui à la participation de Medzel, parce qu'au fond, c'est pleinement dans notre ADN. Et donc, aujourd'hui, pourquoi c'est dans notre ADN? Comme vous le savez, Medzel, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et de gestion, a pour principal rôle c'est d'accompagner les politiques sectorielles sur le volet infrastructure, et principalement l'infrastructure dédiée à l'activité économique. Et donc on va le voir sur la région, Fès-Meknès, c'est exactement ce qu'a fait Medzel, mais aussi le rôle de Medzel, c'est également participer, bien sûr, avec les pouvoirs publics, dans la mise en place de ce qu'on appelle l'équité territoriale au sein de Medzel. Donc, participer à cette équité à travers la mise en place d'infrastructures économiques qui permet, comme l'a dit Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, c'est la création in fine de l'emploi. Donc au jour d'aujourd'hui, Medzel est présent sur le territoire de la région Fès-Meknès à travers 3 grands projets qui ont été à la fois développés grâce à un partenariat, on va dire public-public, donc entre le ministère de tutelle, que ce soit le ministère de l'Agriculture pour l'agropole, le ministère de l'Industrie pour Fès-Shore et le ministère en présence constamment du ministère des Finances et du ministère de l'Intérieur. Et ça a permis en effet une gouvernance de ces projets-là et une mise en place de ces projets-là dans une période très rapide, ce qui a permis au niveau de Medzel un investissement de l'ordre d'1 milliard de dirhams sur les 3 projets. Et je vais expliquer un peu brièvement
ces 3 projets et aujourd'hui leur impact socio-économique qu'ils ont généré à ce jour. Et j'espère que ce forum sera un point d'inflexion pour accélérer l'investissement privé au sein des différents parcs. Donc aujourd'hui, Medz intervient à travers la mise en place de l'agropôle de Meknès. Cet agropôle, aujourd'hui, qui a dominance agroalimentaire, mais qui comprend également d'autres activités industrielles, a permis, en l'espace de 4 ans, de générer 6900 emplois directs. Donc c'est une réalité, c'est du concret, et pour la plupart, avec la présence à la fois de grands opérateurs industriels, multinationales, mais également de la PME et de la TPE locale. Donc, et aujourd'hui, nous travaillons avec la collectivité et la commune de Meknès pour voir quelles sont les mesures à mettre en place, et je pense que les annonces se feront au courant de cette année pour accélérer l'investissement de la TPE et de la PME. Au niveau du projet de Fèche-Shore, il faut savoir que c'est un projet qui a pris du temps à se développer. Mais aujourd'hui, ce projet-là, grâce à ce qu'a, comme l'a dit Monsieur le ministre des Finances et Monsieur le Président de la région, à la présence de ressources humaines qualifiées, aujourd'hui, en l'espace d'1 an et demi, il y a 1000 emplois qui ont été créés dans le secteur des services au niveau de Fèche-Shore, avec plus de la moitié qui est dans le secteur de l'ingénierie pour une multinationale canadienne qui s'est installée, qui a démarré. Et à ce titre, je souhaiterais rappeler l'effort qui a été fait, qui est mis en place à la fois par l'État, avec des avantages fiscaux relativement importants. Il faut savoir qu'au niveau de Fèche-Shore, l'IR est à 10%. Donc c'est un incentive très important pour les opérateurs dont le principal coût est la ressource humaine. Également, je voudrais, et à ce titre-là, le partenariat exemplaire qu'on a avec la région et la commune de Fès, dans le sens où pour accélérer la venue d'opérateurs de multinationales, une prime à l'emploi a été mise en place de 6 000 dirhams par employé. Et donc ça, c'est un effort supplémentaire que l'État met en place, et ça, les résultats se sont vus sur place, étant donné que dès l'annonce de cette prime à l'emploi et dès la signature du nouveau écosystème qui a été fait en juin dernier, nous avons vu l'installation d'un des principaux opérateurs dans l'ingénierie de la sous-traitance à Fès. Et je pense, vu les discussions que nous avons avec un certain nombre de prospects, nous verrons le chiffre de l'emploi au niveau de Fèche-Shore doubler d'ici la fin de l'année, et probablement la relance de l'investissement au niveau de Fèche-Shore dès début 2018. Ça, au niveau de Fèche-Shore. Nous avons le 3e grand projet sur lequel nous avons travaillé, bien évidemment, avec le partenariat avec l'autorité locale et avec M. Wali en particulier, et le président de la commune. Aujourd'hui, les ressources humaines sont exemplaires et ont démontré leur productivité, leur capacité à répondre à des tâches qui nous sont complexes, etc. Je pense aujourd'hui aussi qu'il y a les avantages qui sont offerts à la fois au niveau national, mais également au niveau local, ne peuvent que pousser les différents entrepreneurs, à la fois dans le service, dans l'hôtellerie ou dans l'industrie, à réinvestir la région. Parce que les opportunités sont là et les exemples concrets sont là. Et je vous invite, si vous voulez, à prendre contact avec les multinationales ou les grands opérateurs qui sont installés pour confirmer ces éléments-là, parce que c'est eux le vrai indicateur de cette réussite-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, au niveau de Medz, nous tablons à ce que l'impact sur l'emploi augmente au minimum entre 3 et 5 000 emplois d'ici la fin 2018, à la fois sur l'agropôle, mais également sur Fèche-Shore, qui devrait connaître une croissance très forte. Donc, sans trop tarder, je vous invite à poser vos questions dans le détail, si vous le souhaitez, lors des conférences. Et je remercie encore une fois M. Badr Taheri pour nous avoir donné l'opportunité d'être présent parmi vous et de présenter dans le détail pourquoi il faut investir dans la région de Fès Meknès et
comment vous pouvez le faire avec nos partenaires pour que ça se passe dans les meilleures des conditions et que ça soit des investissements profitables pour vos business. Merci. Merci, merci. Alors, Sylvain, vous l'avez dit tout à l'heure, le désenclavement est aussi quelque chose d'extrêmement essentiel pour le développement d'une région, que le transport des marchandises également soit possible de la meilleure manière, des manières. Je vais demander à M. Azim Amraoui de l'ONCF, qui est le directeur du pôle fret et logistique de l'ONCF, de bien vouloir venir nous faire un rapide exposé. Monsieur le ministre, monsieur le Wali, monsieur le gouverneur, messieurs les présidents des conseils, messieurs les présidents, honorables assistance, c'est un réel plaisir de nous avoir associés à ce forum dont nous voyons bien d'excellentes réussites. Et pour parler d'une problématique particulière qui est la problématique de la mobilité. Mais juste avant, je voudrais me joindre à mes prédécesseurs originaires de cette ville qui la portent dans leur cœur et dans leur vie, et particulièrement un lycée où j'ai passé 7 années, le lycée Moulay Idriss, que je me permets de citer. Donc concernant la mobilité, Monsieur le Président tout à l'heure avait parlé de cette infrastructure performante, mais en plus d'infrastructures performantes, il faut un service de mobilité performant. Aujourd'hui, nous, l'ONCF, nous pouvons dire que nous faisons partie de, ces acteurs qui offrent cette mobilité. Et cette mobilité à 2 niveaux. La mobilité au niveau des personnes et la mobilité au niveau des marchandises. Si vous me permettez juste une parenthèse, on a toujours parlé ce matin des atouts indéniables pour cette région, c'est sûr. Un bassin d'emploi, mais également un bassin de compétences. Et ce bassin de compétences a besoin de mobilité pour l'entretenir. Nous pensons que attirer l'investissement, attirer l'installation des élites, attirer également l'installation des investisseurs passe inéluctablement par un service de mobilité très performant. Aujourd'hui, l'ONCF s'engage dans cette voie. Déjà, nous avons doublé nos installations il y a quelques années sur la région Fès-Meknès, qui nous a permis de doubler nos trafics de personnes. Nous sommes passés aujourd'hui à 5 millions de personnes par an. Et nous avons des ambitions pour doubler également dans les prochaines années ce chiffre grâce à des investissements importants qui se font sur la zone. Mais comme nous sommes en réseau, le port de Joffre, le port bien sûr de Casablanca, le port de Tongemet, très important, et également dernièrement le port de Nador. C'est dire que les collègues qui travaillent dans les ports, ils connaissent très bien dans leur jargon ce qu'on appelle le Interland. La performance d'une mobilité de marchandises permet aux ports d'augmenter leur Interland. C'est-à-dire aujourd'hui, il devient plus économique de passer par Nador quand on a acheté du côté de l'Europe de l'Est ou du côté du Moyen-Orient que de passer par Casablanca ou par Joffre. On gagne en transit time et on gagne également en dirham. On gagne 3-4 dollars à la tonne. Et l'ONCF s'insère dans cette vision de la chaîne logistique globale. Et aujourd'hui, nous avons prévu une présentation demain où nous allons pouvoir parler davantage de la performance des chaînes logistiques. Il faut savoir tout simplement, quand je m'adresse aux acteurs économiques, que ce sont des choses très mouvantes et qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des chaînes logistiques très performantes à travers les infrastructures qui sont fournies par les différents ports du royaume. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, nous transportons du gasoil, nous, de Tongemet, qui va sur la région de Oujda et qui traverse bien sûr la région de Fès-Meknès. Et c'est toujours économique. Donc
aujourd'hui un peu la direction que nous avons pris au service des acteurs économiques. C'est pourquoi nous venons de lancer dans la ville de Fès, de réaliser déjà un investissement important qui est le port sec de la ville de Fès. Donc ce port sec qui s'étale sur 5 hectares offre déjà des possibilités d'action, de dédouanement, de réception de marchandises, d'importation, d'exportation à partir des installations du port sec, comme si on était dans un port maritime. Et donc, ça rejoint un peu ce qu'a dit M. le Président ce matin, que nous n'avons pas, Fès n'a pas besoin d'être au bord de la mer pour offrir des services maritimes. Aujourd'hui, grâce au développement des chaînes logistiques, nous allons pouvoir faire tout cela. Mais dans la région, dans la zone de Bensouda, nous n'avons pas que le port sec de Fès, nous avons également un hub logistique, un hub de messagerie avec notre société Carré. Nous avons également un espace de 50 hectares que nous mettons à la disposition des industriels pour développer des projets qui ont un intérêt avec le rail. De l'autre côté, nous avons dans cette zone 3 projets importants de qualification urbaine. Notre stratégie est de sortir un peu les activités, entre guillemets, qui ne sont incompatibles avec le centre-ville à l'extérieur de la ville, ce qui nous permet de récupérer des emprises très importantes. Je citerai dans la ville de Meknès 50 hectares, dans la ville de Fès 50 hectares et dans la ville de Taza à peu près 30 hectares, sur lesquels nous avons des projets de requalification urbaine que bien sûr nous discutons avec les autorités locales. Sans trop tarder, je m'arrêterai à ce niveau-là. Nous avons prévu qu'une conférence demain matin, nous pouvons rentrer plus davantage dans le détail. Je remercie tout le monde, je remercie tous les gens qui nous portent aide pour avancer sur ces projets-là et nous saluons la qualité de nos interlocuteurs et l'engagement des autorités de cette ville. Je vous remercie. Merci beaucoup, Salam. Il nous reste 2 intervenants. Je vais demander à M. Anas Arbel, qui est directeur usine centrale Danone de Mirouloir, nous rejoindre. C'est vrai, vous pouvez l'applaudir. Je vais vous donner, vous avez quelques diapos. C'est très simple, le vert, c'est pour avancer, le rouge, c'est pour... Honorable assistance, bonjour. Si je suis là aujourd'hui parmi vous, c'est pour représenter un acteur industriel de référence de la région, qui est Centrale Danone. Je suis là aussi spécifiquement pour vous présenter en fait le projet d'investissement important et d'agrandissement du site industriel qui existe dans la périphérie de l'usine de Meknès. Avant de rentrer dans le détail opérationnel du projet, il convient tout d'abord de vous donner quelques chiffres clés qui vont vous donner une idée sur la structure et sur les flux de l'entreprise Centrale Danone. Donc tout d'abord, tout commence par la matière première laitière, qui est en fait collectée chez 120 000 éleveurs dans différentes régions, y compris celle de Saïs. Le lait, il est par la suite transporté plutôt vers les 5 sites industriels, dont celui de Meknès, pour être transformé en différents produits qu'on connaît tous, dans les marques de Centrale, de Danone, Rayli Jamila et j'en passe. Donc après transformation, il est transporté par plus de 200 semi-remorques dans plus de 40 centres d'éclatement et de bases logistiques un peu partout dans le pays, pour rentrer un peu dans le circuit de vente, qui est fait à travers 800 camions dans 78 000 points de vente, qui donne un chiffre d'affaires global de 6,7 milliards de dirhams. Donc vous le voyez bien, c'est une grosse machine. Et donc qui dit grosse machine, dit que les ambitions le sont aussi. Et donc nos ambitions sont très grandes, notamment au niveau de notre cœur de métier, qui est en fait l'industriel. Et notre site industriel de Meknès, dont on voit ici la photo satellite, il emploie quasiment 500 personnes et il a l'ambition en fait de s'agrandir. Donc on est en train d'investir massivement dedans pour l'agrandir encore plus. Et si vous le voyez bien, en fait, sur cette capture, le site il est occupé pratiquement au tiers. Et donc
pour créer un peu plus de valeur et occuper un peu plus d'espace disponible et faire de l'investissement productif, l'idée c'était d'investir sur cet espace-là. Et c'est tout ce qui a été fait. Donc le projet qu'on a fait, il s'est articulé autour de 4 axes. Donc le premier, il est capacitaire, puisqu'on ambitionne dans les 3 années à venir de doubler la taille du site, ce qui n'est pas anodin en fait, pour une région comme Fès Meknès, et surtout pour la taille de cette usine qui emploie déjà les 500, et on projette d'en recruter encore des centaines d'autres pour suivre cette évolution-là. Le deuxième point, il concerne toute la partie des flux logistiques qui seront le résultat un peu de cet agrandissement. Et le troisième point, puisqu'on ne va pas s'agrandir n'importe comment, mais on va faire une croissance tout en respectant notre impact environnemental, et on va faire un investissement très innovant dans la région et même dans le Maroc. Je vais y revenir tout de suite après. Et le dernier point, le dernier volet, il concerne la partie des protections des biens et des personnes. Donc, le total en fait, de ces rubriques-là font qu'entre 2016 et 2017, le total des investissements qui sont en train d'être engagés, et ils l'ont été déjà à 80%, s'élève à 243 millions de dirhams. Et donc, sur l'historique d'une entreprise comme Centrale Danone qui a 65 ans d'existence, jamais, mais vraiment jamais, on a fait un investissement en one shot sur un seul site en une période si courte. Et donc tout ça, s'il n'y avait pas la confiance dans ce que nous offre cette région, on ne l'aurait pas fait. Le point dont je viens de parler sur la partie environnementale, qu'on appelle les méthaniseurs, désolé, je vais rentrer un peu dans le détail, un petit peu technique, mais globalement, une usine agroalimentaire, quelle qu'elle soit, quand elle travaille, elle produit forcément des déchets organiques, liquides, qui doivent être traités. Donc ils le sont actuellement à travers une station d'épuration déjà en place. Mais on génère des boues, en fait, qui est le concentré de tous les déchets organiques qu'on génère. Donc on ne sait pas trop quoi en faire, les mettre à la décharge. En tout cas, on ne les valorise pas d'une manière très optimale. Et donc l'idée, c'est que l'investissement qui est en train d'être fait et qui sera finalisé d'ici le mois de juillet 2017, c'est de produire de l'énergie en utilisant cette boue, en produisant du biogaz avec, bien évidemment avec un process industriel très maîtrisé. Et donc ça nous permettra d'avoir un double impact. Le premier, il est économico-environnemental, parce qu'on réduira notre facture énergétique de 25%, ce qui n'est pas anodin. Et le deuxième point, c'est que notre impact environnemental, il sera ramené en fait à zéro sur cette partie-là, sur toute la partie des déchets liquides. Les autres investissements qui suivent, et qu'on a vu sur les autres rubriques, avancent en fait à grands pas. Et on est en train de faire ce qu'on appelle, nous, au niveau opérationnel, l'usine dans l'usine. En fait, ce projet, il a fait travailler, et il continue à faire travailler plus de 320 personnes à plein temps, ce qui est une industrie en soi. Et on ne va pas s'arrêter là. Je vais vous le montrer encore un peu plus loin dans la présentation. L'usine, en fait, après ces investissements, elle ressemblera à ça. Donc, c'est une fierté pour nous, en fait, de la présenter. C'est une fierté de la mettre en avant. C'est une fierté double. La première fierté, c'est par rapport à tout le rendu, en fait, qu'on est en train de faire, tout le breakthrough un peu au niveau des investissements. Mais le deuxième point important, c'est que ça permettra, en fait, au site d'être classé parmi les meilleurs au niveau mondial. Donc, premièrement, comme je viens de dire, 100% de conformité environnementale. Le deuxième point, c'est que ça sera le plus grand site industriel des produits laitiers frais en Afrique. Et le troisième point, c'est que ça sera le deuxième plus grand site industriel de Danone, avec toute la taille dont on connaît en fait de ce groupe-là, partout dans le monde. Ce qui est là aussi une très grande fierté, tout en étant marocain avant d'être danonneur. Donc tout ça, en fait, n'est pas venu avec des investissements aussi lourds, on ne les prend pas du jour au lendemain.
C'était tout un processus. Et comme l'a dit Monsieur le Ministre, souvent dans des investissements aussi importants, aussi colossaux au niveau capitalistique, il y a souvent des concurrences avec d'autres pays, amis ou frères. Et on avait tous les atouts que vous avez cités. Dans le premier était l'amont agricole qui était très développé, qui continue à se développer avec le plan Maroc vert, la disponibilité de la matière première laitière. Le deuxième point, c'est toute la partie de la connectivité actuelle, mais aussi future de la région. C'est-à-dire qu'on se projette dans les politiques publiques pour adapter aussi notre investissement. Et le troisième point, et ce n'est pas des moindres, et j'insiste dessus, parce que c'était un des éléments qui nous a permis de gagner face aux pays amis en fait, qui étaient en concurrence avec nous par rapport à cet investissement, qui est l'efficacité des autorités locales, aussi bien représentants du ministère de l'Intérieur que les élus locaux, que les représentants des différents ministères et agences nationales. Donc la célérité par laquelle le dossier a été traité, la rapidité par laquelle le dossier a été ficelé, nous ont tout simplement permis d'avoir un avantage concurrentiel qu'avait pas l'autre pays. Et donc ça s'est joué, ok, il y a des avantages concurrentiels par rapport à l'IS, par rapport à un certain nombre d'abattements, mais il y a aussi cette partie-là qui nous aide beaucoup et qui, moi, en toute honnêteté, m'a beaucoup aidé par rapport à mes supérieurs pour défendre des investissements futurs. Donc cette confiance que nos supérieurs hiérarchiques posent en fait au niveau de la région vient de tous ces atouts-là. Et donc on s'inscrit dans la dynamique dont parlait Monsieur le Ministre et on sort nos projets des cartons. Et donc on prépare aussi, je ne vais pas trop m'avancer sur les chiffres, mais on prépare un investissement au moins équivalent à ce qui est en train d'être fait actuellement pour atteindre plutôt les objectifs que je viens de citer en 2020. Donc merci beaucoup à vous, merci aux autorités par rapport à leur. Merci beaucoup. Et enfin, dernier intervenant, c'est vrai que c'est un acteur qui est présent sur la ville de Fès, qui est spécialisé dans la... Juste avant la pause déjeuner, je suis le dernier à intervenir, donc je vais essayer de vous donner quelques informations et surtout le pourquoi du comment venir sur la région, sur Fès et Meknès. J'appartiens à une entreprise qui s'appelle Webhelp, qui s'est créée en 2000. Nous sommes aujourd'hui 35 000 dans le monde et on a une histoire très forte avec le Maroc puisqu'on a démarré le Maroc en 2002, donc ça va faire 15 ans, et comme beaucoup, sur l'axe Rabat-Kénitra-Salé. Et puis je pense que mes deux patrons, les deux fondateurs de l'entreprise ont eu une vision. Monsieur le ministre parlait de régionalisation. Ben, on a aussi un plan de régionalisation chez Webhelp. Et on a développé, il y a maintenant 11 ans, notre implantation sur la ville de Fès. Récemment, il y a maintenant 2 ans, également sur la ville de Meknès. On pèse 2800 emplois. Et j'ai l'honneur de vous annoncer une très bonne nouvelle, puisque je viens de valider, chez Wally, un 5e site pour l'année 2018 sur votre ville. Donc on sera encore en contact pour développer l'emploi et la ville de Fès. On s'est également développé sur Meknès. On ouvrira notre bâtiment officiel au mois de juillet. Alors notre métier, il est simple, c'est de la relation client, c'est ce qui a été dit. C'est ce qu'on appelle communément peut-être, et on n'aime pas ce terme, hein, le call center. Et pourquoi on est aussi fiers et pourquoi on se développe autant sur la région? Notre matière première, excusez-moi de l'exprimer ainsi, c'est la ressource humaine. Et le Maroc a une force, j'ai passé 7 ans avant en Tunisie, et le Maroc a une force, c'est qu'on peut travailler sur toutes les villes, parce que le français existe, et il est bien pratiqué, bien parlé. Nous, c'est vraiment une donnée importante dans nos métiers, puisqu'on travaille avec les plus grands donneurs d'ordre en France, qui appellent tous les jours pour avoir des renseignements. Et on a une qualité de ressources qui est très importante. On parlait de 200 000 étudiants sur la région. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer les doyens d'université à Meknès.
Et effectivement, cette denrée que l'on cherche tous, la ressource humaine, est loin d'être tarie sur la région. Elle est de qualité, elle est pugnace, et quand on les accompagne et qu'on les forme, on a des gens chez nous qui sont là depuis 15 ans avec nous et qui évoluent au quotidien. Je tiens aussi à saluer, on en a peut-être très peu parlé, mais dans notre métier, les ressources humaines sont importantes. On est fortement accompagné aussi par les services de l'ANAPEC, de l'OFPTT, pour former les collaborateurs. La CRI de Meknès qui nous a aussi beaucoup ouvert les portes à Meknès, le gouverneur de Meknès, le Walid Fez, avec lequel on est souvent en contact. Voilà, je pense que la ville de Fez-Meknès la région de Fez-Meknès, c'est vrai que on parle de proximité, c'est 45 minutes en voiture. Moi, je fais souvent l'aller-retour pour voir les différents sites. Il y a un potentiel énorme, il y a une envie de se développer. Et j'ai souvent tendance à dire qu'il y a aussi de la place pour tout le monde, même si, voilà, on a parlé de certains de mes concurrents ou de mes collègues qui étaient installés à Fez-Shore. En tout cas, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la volonté. On a des instances et des autorités locales qui nous soutiennent régulièrement, avec lesquelles on a de très bonnes relations. J'ai simplement envie de vous dire, n'hésitez pas à franchir le pas, il y a de quoi faire et on est prêt à vous accueillir. Merci beaucoup et bon appétit. Merci beaucoup. Alors nous arrivons à la fin de cette ouverture de ce forum. Je vais vous laisser aller profiter du déjeuner en vous rappelant que quand même la gastronomie marocaine vient d'ici. Il y a de Fez. Bon. Alors, en vous souhaitant un excellent forum, en vous disant de ne pas rater ce qui va se passer cet après-midi quand même, une conférence sur les Smart Cities et le développement durable. En parallèle, il y aura une conférence sur le financement des investissements comme levier de développement régional. En parallèle, à Meknès auront lieu des ateliers sur l'industrie agroalimentaire. Vous connaissez la vocation agricole de la région, et également sur le secteur des BTP. Et demain, on en a parlé, le forum We African. Alors je vous souhaite un excellent appétit, un excellent forum, et à très bientôt.